Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Genre et Société. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de genre et numérique. Avec moi sur le plateau, je suis accompagnée de Jipika. Madame Christelle Dibata n'est pas là mais elle sera avec nous très prochainement. Bonjour Jipika. Bonjour Ange. Vous allez bien? Tout le plaisir est partagé. Je me sens très bien, surtout sur ce plateau qui parle de genre. Super. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'implication des femmes dans le numérique. Comme vous le savez, en septembre 2019, la RDC a élaboré son plan national pour le numérique, qui est un outil de travail, un document qui pose les bases de l'action dans le domaine du numérique. Pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur Dominique Miguicha. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Juste à côté du conseiller spécial, nous avons Madame Sarah Bopima qui est manager d'un programme qui s'appelle BBDG qui est axé sur la femme et le digital. Bonjour Madame Sarah. Bonjour Madame. Merci à vous d'être parmi nous. Je vous en prie. Alors sans plus tarder, nous allons plonger dans le vif du sujet et pour commencer, j'aimerais demander au conseiller spécial de nous faire un peu le point sur l'état du numérique actuel en RDC. Alors, s'agissant du numérique, vous l'avez dit en introduction, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est porteur d'une vision pour son pays dans ce secteur. Ça n'a pas toujours été le cas. Il l'a matérialisé de nombreuses façons et celle qui est la plus proche de ma propre personne, si vous me permettez, c'est le fait qu'il a créé la fonction de conseiller spécial en charge du numérique. C'est une fonction qui n'a jamais existé dans notre pays et ça témoigne de sa volonté de faire du secteur du numérique et d'avoir mis le secteur du numérique donc, à l'agenda politique. Il a souhaité qu'un cadrage soit fait par rapport à ce secteur, vu qu'il y avait beaucoup de retard accumulé et beaucoup de choses à faire, pour ne pas donc se disperser. Et donc il a souhaité, à l'instar d'autres pays avant nous, de se doter d'un cadre pour finalement baliser le chemin et pouvoir permettre à notre pays de disposer d'un document stratégique référentiel de politique publique sectorielle. Donc oui, c'est l'exercice qui a été fait avec l'expertise congolaise, c'est à signaler. Ça a duré 3 mois, entre mai et août 2019. Et ça a produit donc un draft, un projet de plan national du numérique. La volonté du chef de l'État ayant été de faire en sorte que ce soit une démarche très inclusive, qui associe bien évidemment les provinces dans notre pays aujourd'hui décentralisé, les pouvoirs publics, la société civile, les acteurs tech bien évidemment. Et donc c'est tout cet ensemble représenté qui s'est retrouvé entre le 3 et le 5 septembre à Kinshasa pour valider ce plan national du numérique qui repose sur 4 piliers que sont les infrastructures numériques, les usages applicatifs, les contenus, la gouvernance et la régulation. Et donc nous sommes aujourd'hui dans la phase de mise en œuvre de ce plan. Et donc c'est à ce stade que nous sommes et c'est bien évidemment l'exécutif qui doit s'en charger. Donc le président a montré sa vision, a montré le chemin, le plan a été produit et donc aujourd'hui c'est au niveau de l'exécutif que se situe donc la mise en œuvre de ce plan. De nombreux projets ont déjà été initiés, parmi les plus structurants, pour n'en citer que quelques-uns, il y a bien évidemment le projet de registre national de la population qui est porté par le ministre de l'Intérieur Gilbert Kakondé Malamba. Il y a également le projet dans le domaine donc, de l'éducation. Il y a un projet d'éducation tant au niveau supérieur qu'au niveau primaire, secondaire. Il y a donc un projet au niveau de la justice, numérisation de la justice, dans le domaine de la santé, avec l'agence numérique de la santé ANICIS. Bref, beaucoup de projets également dans le secteur foncier, avec le plan sur la numérisation du cadastre et la sécurisation des titres fonciers immobiliers. Bref, tous les secteurs sont impactés. Il y a 68 projets prioritaires qui ont été identifiés. On est aujourd'hui à plus ou moins un tiers de projets qui ont déjà été entamés. Le plan s'appelle Horizon 2025. Et donc l'objectif pour le chef de l'État, c'est qu'à l'horizon 2025, l'ensemble de ces 68 projets puissent être soit donc entamés, ou soit entamés et terminés, donc complètement opérationnels. Le but, c'est d'entraîner le Congo dans une transition numérique, une transformation numérique,
pour faire, comme le dit le chef de l'État, un levier, utiliser le numérique comme un levier pour la bonne gouvernance, l'émergence économique et le progrès social. Bien évidemment, il y a des défis, dont celui que vous avez identifié aujourd'hui, le défi du genre, parce qu'effectivement les femmes ne sont pas suffisamment présentes. Donc oui, voilà un peu. Est-ce que c'est un document qui est vraiment inclusif, c'est-à-dire est-ce qu'il prend en compte toutes les couches de la population, que ce soit la classe moyenne ou la classe plus aisée ou la classe beaucoup plus populaire, ou encore les femmes? Est-ce que dans la conception de ce document, la part des femmes a vraiment été prise en compte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce document, c'est en fait une réponse à l'ensemble des défis que nous pose le numérique, dans le sens où c'est quelque chose qui est nouveau, qui est une opportunité pour les pays et dont les pays doivent tout faire pour essayer d'en tirer parti. Donc c'est l'option qu'a levée le chef de l'État. Et dans la façon dont nous l'avons construit, nous avons bien évidemment identifié toute une série de problématiques. C'est comme ça qu'on a reposé les 4 piliers. Ce n'est pas des 4 piliers qui sortent de notre esprit. C'est 4 piliers qui répondent à des problématiques purement congolaises pour pouvoir profiter et développer notre pays avec ce secteur. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le pilier infrastructure est le premier pilier. Parce que nous sommes un pays qui avons la couverture, un des taux de couverture les plus faibles. Les plus faibles, oui. Que ce soit au niveau des infrastructures en fibre optique, que ce soit au niveau des infrastructures en termes de conservation des données dans les data centers, infrastructures satellitaires et autres. Les chiffres que nous connaissons et que vous connaissez également, c'est à peu près 25% de la population qui a accès donc à la téléphonie mobile et un peu moins de 10% à l'accès à l'Internet au quotidien. Donc, pilier infrastructure. Ensuite, il y a les contenus. Et dans les contenus, il y a la formation. Au niveau de la formation, bien évidemment, il y a les problèmes sectoriels, mais il y a les problèmes en général. Ça veut dire que la femme congolaise, la jeune fille congolaise est malheureusement en retard. Ça veut dire qu'elle a moins accès à l'éducation. C'est un problème d'ailleurs, je dirais, africain. Et ça impacte évidemment sur la formation sectorielle au niveau du numérique. C'est même, je dirais, amplifié, on pourra en parler plus tard. Donc, le plan en lui-même prend en considération toutes les problématiques que nous connaissons. Et donc, de facto, la problématique du genre, toutes les problématiques que vous avez évoquées, sont traitées et à traiter dans le cadre de ce plan. Et donc, c'est une opportunité pour corriger, bien évidemment, ces écarts. Et il y a des mesures concrètes qu'on pourra évoquer tout à l'heure pour essayer d'y parvenir. Oui, en parlant de l'implication, en tout cas de la part des femmes dans le numérique, on écoute Madame Sarah Boupima qui va nous parler du programme BBDG. Alors, BBDG, c'est un programme axé sur la jeune fille et le digital. Déjà, Bibi, c'est jeune fille en swahili et Digi comme digital. Donc, ce programme a été mis sur pied pour sensibiliser la jeune fille congolaise sur l'importance du digital et travailler avec elle pour l'aider à s'autonomiser et à s'épanouir grâce au digital. D'accord. Mais de manière plus concrète, qu'est-ce que vous faites? Travailler, sensibiliser, mais sur le terrain, clairement, qu'est-ce que ça donne? Sur le terrain, nous faisons de la formation. Le projet existe depuis 1 an et demi maintenant. Et donc, le lancement s'est fait l'année passée, en mars 2019. On était à l'UPC, on a réalisé un événement ainsi qu'une série de formations. Et ensuite, en juin, on était à l'Unikin, où on a également réalisé une formation ainsi qu'un événement. Mais après, on s'était dit qu'il faudrait vraiment qu'on se pose sur la formation. Parce que organiser des événements, c'est bien. Avoir du monde, c'est bien. Mais après, le plus important, c'est que les gens comprennent réellement l'impact du digital dans leur vie ou dans leur communauté. Et donc, on a mis sur pied un programme de formation qu'on avait commencé en mars, mais avec le confinement, ça a un peu chamboulé les choses. Mais donc, on compte reprendre les choses avec la rentrée scolaire. D'accord. Mais quand vous dites, Monsieur Jipika, vous voulez intervenir? Juste après. Mais quand vous dites formation, parce que c'est assez large, il me semble, c'est la théorie ou c'est la pratique même, je ne sais pas moi, comment utiliser un téléphone ou un ordinateur ou c'est quoi exactement comme formation? On va sur base des métiers du futur. Et par exemple, nous avons offert des bourses à 2 jeunes filles qui sont actuellement étudiantes à l'Académie Kinshasa Digital et sont d'ailleurs à la fin de leur formation. Une a suivi une formation sur le coding et une autre sur le référencement digital. D'ici quelques années, 90% des métiers seront axés sur la connaissance du numérique.
Nous, ce qu'on veut réellement avec BBDJ, c'est d'éveiller la conscience de la jeune fille congolaise pour lui dire que tiens, aujourd'hui, si tu ne te formes pas par rapport au numérique, si tu n'apprends pas ce que c'est le marketing digital, ce que c'est la communication en ligne, ce que c'est comment créer un site internet ou ainsi de suite, tu vas louper les opportunités du futur. Et donc, nous allons comme ça, après les bourses, on compte organiser des formations avec d'autres partenaires, mais aussi au sein de BBDJ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en février, on avait commencé une série de formations qu'on a fait en live sur nos pages Facebook et Instagram. C'était plutôt axé sur le marketing digital, qui est également l'une des notions très, très répandues dans le numérique. Oui, justement, conseil spécial, est-ce que nous avons la possibilité de se projeter peut-être et d'évaluer l'impact que donnera le numérique dans quelques années, que ce soit au niveau social, économique ou encore démocratique dans notre pays? Alors, pour vous donner un chiffre, je voudrais d'abord avoir une approche peut-être plus globale à l'échelle mondiale. L'économie numérique, puis c'est de cela dont il s'agit, représentait 10% de l'économie mondiale il y a une quinzaine d'années, 10 à 15 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à 25% de l'économie mondiale. Donc vous comprenez que c'est vraiment devenu un enjeu stratégique pour tous les pays, parce que le poids de cette économie ne fait que grandir. Alors évidemment, ça nous ramène aux chiffres macroéconomiques et au poids de l'Afrique, qui n'est pas malheureusement très important à l'échelle mondiale, et bien évidemment le Congo encore moins, vu que c'est un pays parmi les 52 pays africains. Mais cela dit, ça démontre que le numérique a un impact de plus en plus important dans l'économie. Pour vous donner un exemple maintenant plus concret, des statistiques démontrent qu'en Afrique, dès lors qu'une petite entreprise décide d'utiliser le numérique pour augmenter ses ventes, eh bien, en moyenne, ça augmente les ventes entre 50 à 100%. Ah oui, ça veut dire que ça permet de trouver de nouveaux clients et d'élargir donc son marché. Le Congo a cette particularité d'être un pays continent, et vous comprenez bien que quelqu'un qui a une activité commerciale à Kinshasa peut ne pas forcément interagir avec des clients qui se trouvent à l'autre bout du pays. Le numérique permet de rapprocher ça. Donc rien que cela, ça constitue finalement un levier pour augmenter le chiffre d'affaires. Évidemment, on parle ici du commerce national, mais évidemment, l'Internet, c'est avant tout une fenêtre sur le monde, et donc ça permet à des acteurs de faire connaître leurs produits et de vendre aussi à l'international. Et ça, ce sont des statistiques, donc c'est la réalité. Donc il faudrait que les gens prennent conscience, que l'artisan qui est dans le quartier comprenne que à travers cela, eh bien, ce qu'il fait pourra plaire à des clients qui aujourd'hui ne le connaissent pas et n'auraient pratiquement eu aucune chance de découvrir leurs produits. Donc c'est effectivement un aspect très important pour le développement économique. Super. Monsieur Jibika, vous voulez intervenir? Et là, bien sûr, je crois que c'est vraiment le moment et le bon moment. Merci Ange. Et là, je me retourne d'abord, j'ai une question. Une qui pourra découler à une deuxième, d'abord pour monsieur le conseiller et aussi pour madame. Monsieur le conseiller, je suis content d'abord du fait que, après les éloges que vous avez taris au chef de l'État pour la création, bien sûr, de ce poste qui a trait bien sûr au numérique, et à entendre les chiffres que vous avez déjà énoncés, à dire que non, 10% de cette population a accès bien sûr à l'usage d'Internet, 25% seulement à la téléphonie mobile, et par rapport aux axes que vous avez bien sûr prônés sur les 68 axes que vous avez, projets, le premier axe qui est le plus important, qui est l'axe infrastructurel, devrait reposer aussi sur un élément aussi important qui est d'abord l'accès à l'électricité. Sur tous les 2 345 000 km² de la République démocratique du Congo, avec son barrage hydroélectrique aussi important qu'il a, c'est pas tout le territoire congolais qui est bien sûr desservi en électricité. Est-ce que sur cet aspect infrastructurel, parce que le soubassement, bien sûr, parce que pour utiliser ce numérique, il faut d'abord avoir de l'électricité, de l'énergie électrique. Est-ce que ce soubassement, vous en avez tenu compte pour desservir les 80 millions de la population, parce qu'on ne doit pas séparer? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est par rapport, bien sûr, à notre
programme qui est basé sur le genre. Vous avez bien dit que le numérique est une fenêtre sur le monde. Et par rapport à ce numérique, il n'y a pas moins d'une année, pas moins de 2 ans, la République démocratique du Congo, particulièrement avec sa partie est du pays, là je reviens vraiment au genre, où la ville de Goma a été vendue comme étant la capitale mondiale du viol. Est-ce que le numérique, dont vous avez bien sûr la charge en ce moment, a particularisé le fait de pouvoir redorer cette image du pays? Et la troisième, c'était la première question qui vous a été posée par par Madame Ange, excusez-moi, waouh, le gender, par Madame Ange, qui était de savoir, bien sûr, dans votre cellule, bien sûr, et dans cette structure de numérisation, quelle est la place du gender? Quelle est la place de la femme? Juste ces 3 questions. Merci pour ces 3 questions particulièrement intéressantes. Alors, s'agissant de l'énergie, vous avez parfaitement raison. Je n'ai malheureusement pas d'exemplaire du numérique avec moi, du plan national numérique avec moi, et je l'aurais montré à l'antenne, mais tous vos téléspectateurs peuvent le télécharger librement sur le site www.numérique.cd/PNN. Ensemble, c'est le numérique qui part. Voilà, c'est ça. Et tous ceux qui donc liront ce document de 130 pages, qui est très intéressant, et j'invite vraiment tout le monde, ceux qui sont intéressés en tout cas par le sujet, de le faire, découvriront qu'il y a effectivement un chapitre sur l'énergie. Et vous avez expliqué avec vraiment les bons mots qu'effectivement, sans énergie, on ne sait pas développer le numérique. Donc le numérique, c'est vraiment le sous-bassement. C'est ce que nous appelons en fait le sous-pilier. C'est le sous-pilier qui sous-tend les 4 autres. Et effectivement, on a donc un chapitre qui énonce un peu les défis, qui souligne l'importance de l'énergie, mais c'est un plan national du numérique, c'est pas un plan national de l'énergie. Et donc c'est pour ça qu'on s'est limité à parler de la situation actuelle, du fait qu'il est impératif pour notre pays de pouvoir développer sa capacité et sa consommation énergétique, tant pour le développement économique de manière générale, mais en particulier pour le secteur du numérique. Donc le chef de l'État est conscient de cela. Il ne vous aura pas échappé que des projets comme le Grand Inga sont aujourd'hui clairement à l'ordre du jour. Il y a de nombreux investisseurs qui se sont déjà manifestés. Il y a différentes phases qui sont déjà à l'étude pour pouvoir être mises en œuvre. Et il y a bien évidemment toute une autre politique avec le solaire. Le chef de l'État a inauguré ou a posé la première pierre d'une centrale photovoltaïque donc dans la périphérie de Kinshasa. Ce sont donc autant de projets avec des micro-barrages qui devraient permettre d'améliorer la situation énergétique dans notre pays. Donc oui, ça a été identifié dans notre plan national du numérique, ça y figure. La stratégie qui doit être mise en œuvre, c'est par les autorités compétentes, à savoir le ministère de l'Énergie, mais le chef de l'État a compris que pour s'appuyer sur le numérique, il avait besoin d'électricité. Et donc on ne doute pas que le gouvernement aura à cœur d'accélérer la politique énergétique de notre pays. S'agissant donc de l'image et de la partie est du pays, je voudrais en fait répondre de 2 façons. S'agissant de l'image, vous avez parfaitement raison. Le Congo a aujourd'hui envoyé depuis de nombreuses années malheureusement une image un peu négative. Et c'est ainsi que le numérique, c'est aussi une occasion pour nous de pouvoir communiquer. Nous avons eu l'opportunité, 2 mois après ma nomination, de constituer une délégation de la RDC pour prendre part à une grande manifestation à l'international qui se déroule à Paris, qui s'appelle Vivatech, qui est un des plus grands salons du numérique dans le monde. Et c'est grâce évidemment aux acteurs tech que j'ai pu rencontrer dès ma nomination, parce qu'il faut savoir qu'évidemment le chef de l'État a mis le numérique à l'agenda, mais les privés n'ont pas attendu, même s'il y a eu de la part des pouvoirs publics, je dirais, un manque d'intérêt depuis une vingtaine d'années, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu un écosystème qui a commencé à grandir. Ils étaient très contents de voir que le nouveau président avait une vraie préoccupation pour leur développement, et c'est ainsi que dans cette dynamique nouvelle, on a créé cette délégation qui s'est donc rendue à Paris, et on a pris un stand dans ce salon avec, au même titre que d'autres pays qui sont là depuis très longtemps. Il y a un pavillon africain
avec des pays qui sont bien connus pour leur développement du numérique. On pense évidemment au Sénégal, on pense au Maroc, la Tunisie, le Rwanda, le Kenya. Donc tous ces pays et l'Afrique du Sud qui sont réputés pour être assez en avance. Et puis il y a eu la RDC qui était présente et ça a étonné beaucoup de monde. Ça a étonné beaucoup de monde agréablement parce qu'ils se sont rendus compte qu'en RDC, ça n'était pas que les femmes violées, ça n'était pas que Ebola, ça n'était pas que la guerre et que tous les problèmes que malheureusement nous connaissons. Et donc on a pu envoyer un très bon signal à l'international pour dire qu'effectivement nous avons aussi un écosystème, nous avons des jeunes créateurs, des jeunes start-up, nous avons des jeunes innovants et des jeunes hommes et des jeunes femmes, parce qu'il y a aussi des jeunes femmes. Merci, il y avait notamment une femme très brillante, une jeune Congolaise qui a développé une application pour lutter contre les kidnappings dans les taxis, et donc avec une start-up. Bon, bref, des choses que les gens ne pouvaient pas imaginer qu'on faisait à Goma. Donc ça, c'est pour le volet image. Et alors, s'agissant maintenant de la problématique des femmes violées en elles-mêmes, j'ai récemment pris part à un concours en tant que membre du jury. Donc c'était un concours organisé par un opérateur télécom de la place. Et il se fait que parmi les projets qu'on a évalués, il y avait un projet pour précisément lutter contre ce phénomène à travers des alertes, un mécanisme d'alerte, et donc tout un process. Et tout ça, c'est pour vous dire que souvent les gens n'arrivent pas à bien comprendre en quoi le numérique, c'est quoi le numérique. Et en réalité, le numérique, il est partout autour de nous. Le numérique, c'est en fait une capacité, grâce à des outils informatiques, de répondre à des problématiques. Et le numérique peut pratiquement répondre à l'ensemble des problématiques d'une manière ou d'une autre. Ici, c'était donc un des axes. Et tout ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est un phénomène que nous déplorons tous en tant que Congolais, ce phénomène de femmes violées. Eh bien, si le numérique peut aussi aider, et donc c'est une bonne chose. Et je pense que cette start-up mérite d'être accompagnée pour pouvoir aider les femmes victimes des viols dans cette partie de notre pays. Enfin, pour la place... c'est partout qu'il y a des violences conjugales, on en a parlé. Tout à fait. On a des problèmes spécifiques, violences conjugales, vous l'avez dit, les problèmes liés à ces viols, et même par rapport à cette start-up dont je vous ai parlé par rapport au kidnapping, figurez-vous que cette jeune fille qui a signé un protocole avec Kinshasa, donc le projet devrait démarrer ou a déjà démarré, mais en tout cas elle avait déjà été approchée par des pays d'Amérique latine qui connaissent un peu le même problème. Donc vous voyez, il y a aussi cette dimension-là qu'on oublie trop souvent, c'est que le numérique congolais doit bien évidemment d'abord conquérir les cœurs et les habitudes à travers les usages des Congolais, mais demain, j'en suis convaincu, nous aurons des idées congolaises qui vont pouvoir conquérir le monde, parce qu'il y a effectivement de la place. Je le dis souvent aux jeunes, vous savez, 50% des produits et services que nous allons consommer demain n'existent pas encore. Ils sont à créer. Alors soit on continue à importer ces nouvelles idées et à les consommer venant de la Silicon Valley, venant d'Europe, soit on s'y met aussi et on se met nous-mêmes aussi à créer des idées et à les exporter partout à travers le monde. Mais justement, comment faire pour convaincre la population et notamment les femmes de la nécessité du numérique et qu'on puisse participer dans cette quatrième révolution. Pour y répondre, je propose juste qu'on regarde une petite vidéo et puis on revient sur le plateau pour des éléments de réponse. On regarde. Le numérique est un domaine en puissante montée dans quasiment tous les secteurs d'activité. Un risque majeur se profilerait s'il n'est pas pris en compte dès le départ. Celui d'un nouveau monde entièrement digitalisé où cependant les femmes, bien que majoritaires en nombre de population, seraient marginalisées. En effet, elles demeurent minoritaires dans la majorité des domaines socio-économiques, y compris dans les nouvelles technologies de l'information, ceci étant dû notamment à un accès à l'éducation faible. Se questionner sur la place des femmes dans le numérique, c'est poser la question de la parité dans un secteur en pleine croissance qui représente l'avenir des économies modernes. La parité, la mixité dans les métiers du numérique et l'entrepreneuriat représentent un véritable levier économique et d'innovation.
Trop peu de femmes travaillent aujourd'hui dans le digital, privant ainsi l'économie et la société tout entière de leur talent et de leur vision du monde. Il est alors important de briser les stéréotypes liés au métier du numérique et encourager les femmes de s'investir davantage dans ce domaine afin de favoriser un développement social et économique plus inclusif. Comment faire pour encourager les femmes de s'investir davantage dans le numérique? Madame Sarah, vous qui pilotez un programme pour les femmes dans le numérique, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre sur cette question? Comment vous faites au quotidien pour inciter les femmes, les encourager à s'investir davantage dans le numérique? L'éducation, c'est la clé. Oui. L'éducation, c'est la clé. Tant que la femme ou les femmes ne sauront pas exactement ce que c'est le numérique, son importance et son impact dans la communauté, elles vont jamais s'investir. C'est ça en fait le combat de BBDJ et c'est le combat auquel on fait face tous les jours. Je vais vous dire la vérité, on a eu du mal à avoir plus de femmes dans nos activités, dans les différentes universités là où nous avons été, ou même lorsqu'on réalise des formations. Je suis parfois étonnée de me rendre compte que c'est plus des hommes qui nous écrivent pour savoir comment ça se passe, est-ce que c'est gratuit, comment on fait pour y accéder. Et c'était un peu décevant, mais en fait, après on comprend que quand on parle des domaines assez techniques, les femmes, en fait, se créent elles-mêmes des barrières. Elles se disent que j'y arriverai jamais, c'est compliqué et tout ça. Et ça, c'est aussi un autre problème, en fait, ce problème de stéréotype qui ronge notre société. Et pourtant, depuis des lustres, les femmes ont réellement investi dans le numérique. L'une des femmes pionnières du numérique dans le monde, c'est Ada Lovelace, c'est une femme. Et ça, c'est depuis 1800. Les années 1800, il y avait déjà une femme qui avait travaillé sur le tout premier programme informatique. Et si on parle aujourd'hui du langage Ada, c'est grâce à Ada Lovelace, c'était une femme. Et après elle, il y a eu Katherine Johnson, les femmes dont on a fait le film des figures de l'ombre, ces trois femmes magnifiques, les mathématiciennes, les ingénieurs qui ont impacté la NASA. Et il y a eu plusieurs autres femmes dont on ignore l'histoire, on ne nous en parle pas. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes. On met plus en avant des hommes qui réussissent dans l'ingénierie, dans les nouvelles technologies, parce que ce sont des hommes. Mais à chaque fois que les femmes voient que des hommes qui réussissent dans le domaine technique, elles vont se dire, ben, tiens, c'est un domaine pour les hommes, pourquoi j'irai travailler dans ce genre de domaine? Un des freins, c'est qu'on considère que le numérique est un domaine purement masculin et que du coup, les femmes ne s'y investissent pas profondément. Oui, alors je suis content d'un truc, je suis heureux par rapport au fait que nos programmes sont assez complémentaires, quoi. Pourquoi? Parce qu'en entendant Madame Sarah, déjà, nous avons eu un numéro précédent où on parlait bien sûr de cette culture où la femme se stéréotypait par rapport bien sûr à l'environnement et nous avons demandé à ce que cela cesse. Mais si je veux revenir vers vous, Madame Sarah, c'est par rapport à une question assez particulière. Vous comprenez déjà que nous comprenons que sur les 10% de ceux qui ont accès à Internet, ça veut dire en majorité Kinshasa d'abord et après le reste de l'arrière-pays, la tendance bien sûr à l'accession d'abord au mobile phone, au téléphone portable qui est de 25%, elle tend grandement à se juvéniliser. Et que par la pyramide bien sûr d'âge, il y a plus de jeunes, donc plus d'enfants. Donc déjà nous savons que dans le cycle secondaire, la majorité d'enfants qui sont dans le cycle secondaire sont détenteurs d'un portable. Est-ce que dans votre programme, vous n'avez pas pensé d'abord à pouvoir juvéniliser cela par rapport à cet aspect genre, plutôt que de cibler d'abord ceux qui sont déjà prêts à la sortie de leur formation pour être déjà dans le marché de l'emploi? Justement, on était sur le point de le faire en février avec les formations, mais malheureusement avec la Covid, on n'a pas pu évoluer dans ce sens-là. Donc nous attendons que les choses reviennent un peu à la normale pour commencer à faire des meet-up au sein des écoles. Parce qu'effectivement, la jeunesse, c'est l'avenir. Et si ces jeunes ne sont pas capables de comprendre ce que c'est le numérique maintenant, c'est pas à la fac qu'ils vont l'apprendre. Ça, c'est vrai. J'aimerais pas qu'ils puissent être un peu comme moi ou nous à l'époque, parce que personnellement, les cours d'informatique à l'école, moi on apprenait l'informatique mais il n'y avait pas d'ordinateur. Moi c'est à la fac, en G3 que j'ai appris à saisir, parce que j'ai saisi mon TFC toute seule et c'est en L2 que j'ai vraiment acquéri la rapidité parce que j'ai saisi mon mémoire aussi toute seule. Alors j'aimerais pas que ça soit à la fac que les élèves ou que les étudiants puissent apprendre à utiliser un ordinateur. L'important c'est aussi de doter les écoles des ordinateurs et sans oublier que
la RDC, c'est pas seulement Kinshasa. À l'Est, on a besoin de savoir ce que c'est le numérique. Au Nord, au Sud, on a besoin de savoir ce que c'est le numérique. Et tout ça, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, même le plan numérique ne sera pas mis en place, effectivement, si on n'a pas accès à l'électricité. Et autre chose, s'il n'y a pas d'électricité, on n'aura pas accès à un bon réseau Internet. Si on veut que le numérique soit effectif, qu'on ait des startups qui apportent des solutions à nos problèmes quotidiens, il faudrait que toutes les souches congolaises puissent avoir accès à Internet. Aujourd'hui, d'après les recherches, on dit que le Congolais vit avec $1. Eh bien, $1, c'est 1 giga. Je vais préférer acheter du pain pour manger que d'avoir 1 giga dans mon téléphone pour naviguer sur Facebook. Ici, d'autant plus que Facebook ne me rapporte pas de l'argent. Ça, c'est aussi un autre problème. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qui doivent être résolues pour qu'on ait réellement accès au numérique comme il se doit. Et j'espère bien qu'avec le plan numérique, ça sera le cas. Alors, si je peux encore surenchérir, merci. Et là, maintenant, je veux ricocher parce qu'il y a une autre question à laquelle monsieur le conseiller va répondre bien vers la fin, la première question. Mais là, maintenant, c'est le cadre juridique. C'est du cadre juridique que je vais parler par rapport, bien sûr, au genre. Nous avons vu déjà, bien avant que nous puissions avoir l'installation de cet organe dont vous avez, bien sûr, le pilotage, nous avons eu beaucoup de scandales qui ont eu à pornographier le genre congolais, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Est-ce qu'il y a un cadre juridique que vous avez mis en place pour essayer de protéger cette population congolaise face à ce numérique qui, à la fois, est un couteau à double tranchant? Pourquoi? Parce que si vous nous dites que c'est 10% de cette population qui a très bien sûr à cet accès régulé du numérique et que toutes les informations qui passent à travers le numérique, ces plateformes digitales sont celles qui influencent plus les tendances de la population congolaise, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit social. Est-ce que vous avez pu, vous, au niveau de cette structure que vous avez mise en place, établir un cadre juridique pour essayer de pouvoir protéger cette population congolaise des affres de ce numérique? Oui, alors vous avez parfaitement raison que le numérique est à la fois une opportunité, mais à la fois ce sont des défis. Et puis il faut bien évidemment être attentif et vigilant parce que ça peut être un couteau à double tranchant. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises. Alors je voudrais quand même préciser que par rapport au pourcentage au niveau de l'Internet, c'est maximum 10%. Les vrais chiffres devraient tourner autour de 6% de ceux qui en fait vont régulièrement sur Internet. Donc c'est pour dire que le fossé est assez grand, et c'est ce qu'on appelle en fait la fracture numérique à l'échelle nationale. Et il y a évidemment ici, c'est le cœur du débat, la double fracture, c'est la fracture du genre numérique. Donc il y a vraiment une double fracture. Et donc par rapport à ce qui a été prévu, il y a le plan national du numérique, il y a une agence nationale de développement du numérique, donc l'ADN, qui est en cours de création et qui sera une agence qui va permettre évidemment, comme la matière est transversale, de coordonner la mise en œuvre en collaboration avec le gouvernement pour pouvoir, je dirais, mettre en œuvre ce plan. Alors s'agissant évidemment des problématiques spécifiques du genre, pour répondre à la question aussi précédente, vous savez, je pense que ça a été dit ici, les problématiques ont toutes été listées dans ce plan. Et pour ne prendre qu'un exemple qui a été évoqué par madame, la culture du numérique, c'est un des enjeux importants. Ça s'apprend, ça se développe, les habitudes dans les usages. Il y a bien évidemment l'apprentissage au plus bas âge, théorique, mais aussi pratique. Ça fait partie des projets prioritaires. L'inscription, c'est même un projet présidentiel, parce que le président a insisté personnellement sur 5 projets. Et parmi ces 5 projets, il y a l'inscription au programme primaire et secondaire du numérique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un compatriote congolais qui a déjà fait rédiger tous ces programmes, qui les a fait valider. Il n'y a plus que l'implémentation. Le ministre des PTNTIC, Augustin Kibassa Maliba, avec qui j'ai échangé sur ce sujet récemment, m'a dit qu'il allait s'impliquer, et j'ai bon espoir que nous allons pouvoir faire en sorte que enfin le numérique soit inscrit
au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. C'est important pour la culture numérique parce qu'il faut que les enfants baignent dans cet environnement pour que demain, ils deviennent des créateurs, des utilisateurs et que le numérique puisse se développer. Donc, bien évidemment, l'éducation, ça a été identifié. L'accès à Internet également. Madame a évoqué aussi un sujet qui est très important et qui est fondamental. Toutes les études le démontrent, c'est l'absence de modèle. L'absence de modèle dans le domaine sur le plan féminin. Et si on sort du cadre du numérique, même au niveau de l'entrepreneuriat, vous allez vous rendre compte qu'au Congo, on a très peu de modèles d'entrepreneuses, de femmes entrepreneuses. Et ça, c'est important pour, évidemment, une femme, lorsqu'elle voit une personne comme elle réussir, elle se dit, ça vaut la peine de faire les efforts parce que je pourrais moi aussi accéder à la réussite. Et c'est encore moins le cas au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons insister. C'est la raison pour laquelle moi je félicite les initiateurs de cette émission de m'avoir invité, bien sûr, mais surtout d'avoir invité Madame Sarah de BBDJ, parce que c'est important aussi que les jeunes filles comprennent que voilà, elle vit de ce secteur, elle est manager de BBDJ, elle développe d'autres activités dans ce secteur. Eh bien, c'est important que des jeunes filles puissent comprendre qu'on peut vivre de ce métier, réussir. Et donc, c'est vraiment un aspect très important. Enfin, les aspects sociaux, ça, il ne faut pas, bien sûr, l'oublier. La fracture sociale est une réalité dans notre pays et elle touche plus particulièrement les femmes. Maintenant, d'un autre côté, je pense que ce sont des données que vous avez aussi. Beaucoup de statistiques, mais c'est important de connaître aussi la réalité. L'Afrique est le pays où il y a le plus grand nombre d'entrepreneurs féminines. Ça, il faut le savoir, hein, vous le savez certainement. Elles sont plus dans l'informel. Elles sont plus dans l'informel, c'est exact, mais c'est une réalité. Et donc je pense que de cette réalité, on doit intégrer ça pour le numérique, pour en faire également un levier. Un levier parce que en les formant à ces métiers du numérique, eh bien, comme j'expliquais tout à l'heure, certaines qui ont des activités pourront augmenter leur chiffre d'affaires et pourront finalement développer leurs activités à travers le numérique. Mais pour ça, il faut donc les former. Super, nous arrivons vers la fin de l'émission, déjà, oui, je sais. Oui, ça fait déjà 45 minutes. Merci à vous de nous suivre. Et pour terminer, quel est votre mot de la fin, Madame Sarah ? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes qui nous suivent et à toute la population pour qu'elles puissent s'investir davantage dans le numérique ? Je crois que je vais revenir sur les mots que j'ai dit tout à l'heure. Le numérique, c'est l'avenir. Et la femme, c'est l'avenir. Et donc, il est important que les femmes puissent investir dans le numérique parce que ça serait vraiment dommage que l'on puisse parler de l'implémentation du numérique en RDC sans les femmes. Je vais vraiment inviter les femmes, les jeunes filles à s'intéresser au numérique. Quand je parle du numérique et du digital, je ne fais pas seulement allusion aux réseaux sociaux. Parce que le numérique, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Le numérique, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Instagram. Le numérique, c'est un grand monde qu'il faut vraiment explorer. Il y a la cybersécurité. C'est dans tous les domaines, il y a la communication. Tous les domaines socio-économiques. Donc, c'est vraiment un domaine qu'il faut explorer. Et en tout cas, il faut vraiment saisir les opportunités. Les formations, aujourd'hui, il y en a qui sont gratuites. Il faudrait y aller, il faudrait apprendre, il faudrait lire. Parce que d'ici quelques années, je vous assure, si les femmes ne se préparent pas, elles vont louper beaucoup d'opportunités. Et vous, monsieur le conseiller spécial, le mot de la fin ? J'ai envie de dire que le numérique, effectivement, est un formidable champ d'opportunités qui, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, a été donc amplifié grâce à l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec sa vision et le plan national du numérique. On appelle souvent le numérique la 4e révolution industrielle. La 3e, 2e, première, en tout cas en particulier la 3e révolution industrielle, c'était les usines. C'était donc il y a un peu plus d'un siècle. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'est pas encore suffisamment industrialisé. Et donc on passe maintenant à la 4e révolution industrielle. Mais ce qui est intéressant, en particulier pour la jeunesse, c'est que pour avoir été un acteur de la 3e révolution industrielle, il fallait beaucoup d'argent. Puisqu'il fallait construire une usine, importer des matières premières ou les exploiter ici. Et donc c'était finalement très limité, il y avait très peu d'opportunités, notamment pour les jeunes. La 4e révolution industrielle, c'est une vraiment révolution, c'est le cas de le dire, parce qu'avec un simple ordinateur, même avec un smartphone, vous pouvez imaginer et inventer les produits et les biens et services de demain.
Et donc, c'est comme une usine en soi. Et donc, c'est une opportunité que vous avez, que la jeunesse congolaise a, les hommes et j'espère aussi demain les femmes, parce qu'elles ont leur sensibilité, elles ont leur compréhension, leur vision du monde qui bien évidemment compte. Et je pense que si on encadre bien cela, et ça a été dit par le chef de l'État lors de son discours le 30 juin, il a dit que la jeunesse congolaise, on devait créer, nous, les acteurs politiques, créer les conditions pour que la jeunesse congolaise soit les véritables créateurs de richesses de demain, et le numérique entend prendre toute sa part dans ce défi soulevé par le chef de l'État. Merci, Excellence. On écoute JPK pour le mot de la fin. Eh bien, pour le mot de la fin, je dirais d'abord merci à nos invités. Merci pour ce débat qui tombe mieux que mal se termine trop tôt. Oui. Et je crois bien sûr qu'avec la création de cette nouvelle structure par le chef de l'État, nous pourrons permettre à tous les Congolais de pouvoir avoir accès à ce numérique en influant aussi sur les prix des télécoms, de la communication. Pourquoi? Parce que c'est déjà l'un des chevals de bataille sur lequel vous devriez aussi vous appuyer. Et je crois bien sûr qu'avec Madame Sarah, après la campagne Tous à l'école, qui je crois est en train de porter ses fruits, où nous avons beaucoup de jeunes filles aussi déjà à l'école depuis plus de 5 ans, et que là, vous allez tendre à juvéniliser et que la pandémie vous laissera le temps de pouvoir le faire. Et grâce à Dieu, et particulièrement à toutes les femmes en tant qu'hommes genrés, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, c'est la 4e révolution. Du point de vue démographie, ici en République démocratique du Congo, comme dans le reste du monde, vous êtes plus, en termes numériques, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors saisissez aussi cette opportunité, cette occasion, pour aussi mieux encore faire valoir ce que vous êtes, les êtres chers que nous aimons. Voilà. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Nous vous en sommes très reconnaissants. On se retrouve la semaine prochaine où nous aborderons une autre thématique et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que le numérique n'est pas que un domaine réservé aux hommes mais également aux femmes et en plus c'est un domaine qui est porteur d'avenir et de métiers et d'ouverture en fait au monde. Merci beaucoup, merci à nos 2 invités d'avoir répondu présents et présentes à notre invitation. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Restez positifs. Ciao.